Principale question qu'on pose ce soir. A-t-on pris nos désirs pour des réalités? Parce que l'honnêteté oblige à le dire, on a loué la bravoure, l'ingéniosité de l'armée ukrainienne, à juste titre. On a souligné les incroyables réussites, les audacieuses contre-attaques de cette armée ukrainienne, David contre Goliath. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, depuis un mois, la dynamique de cette guerre, même si c'est une dynamique qui se lie à travers des villages, des toutes petites avancées, la dynamique de cette guerre a changé de direction. Oui, le mouvement tente à s'inverser. C'est maintenant la Russie qui reprend du terrain depuis le 1er janvier. Très peu, à la marge, sans victoire d'ampleur. Mais tout de même, on a sans doute enterré un peu vite cette armée, notamment quand on parlait de l'effondrement de l'armée russe. C'était il n'y a pas si longtemps. On l'évoquait comme une hypothèse, mais on l'évoquait quand même. Alors, est-ce un retournement de tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'on assiste à quelque chose de durable? Est-ce significatif? Ou est-ce un fait de guerre parmi d'autres qui peut être balayé dès demain? Vous allez répondre à cette question. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelques rappels d'abord. C'est vrai que cette armée russe était donnée pour moribonde il y a quelques semaines encore. Oui, rappelons effectivement quelques déclarations. Celle de Philippe O'Brien, professeur d'études stratégiques. Le 17 septembre, tout le monde pensait que l'armée russe allait conquérir l'Ukraine en quelques jours. La menace militaire russe semble aujourd'hui pathétique. Celle de Dimitri Minik, il est chercheur à l'IFRI. Le 12 septembre, la Russie n'a plus l'initiative, son armée peut s'effondrer. Et celle de Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique, le 9 janvier. Nous sommes dans une situation d'échec et mat. En un an, la Russie n'est parvenue à rien. Bon, mais aujourd'hui, peut-on vraiment parler de dynamique russe dans ce conflit donc depuis le début de l'année? Bien ça, ce sont nos invités qui vont en débattre, mais on peut parler incontestablement d'avancée sur le front. La dernière en date, c'est Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui l'a annoncé hier. Les unités de Wagner ont pris Blahodatné, la ville est sous notre contrôle. Blahodatné, c'est un petit village, une centaine d'habitants à peine. Parler de ville est donc largement exagéré. Mais tout de même, vous le voyez, nous sommes ici à une dizaine de kilomètres au nord de Bakhmout. Les images montrent effectivement des soldats de la milice dans l'entrée du bourg, armes et drapeaux en main, même si les Ukrainiens ne confirment pas effectivement, la progression des troupes russes est assez claire. Un autre village tout proche est aussi sous la pression des Russes et pourrait tomber dans les prochaines heures. Krasna Hora, 600 habitants. Cela fait suite à la prise de Soledar il y a 15 jours. Kiev, on le sait, a mis une semaine à reconnaître sa défaite. Ça, c'est pour le front nord. Et la deuxième portion du front, pour le moment, à l'avantage des Russes depuis quelques semaines, c'est le front sud au niveau de Zaporizhia avec la prise potentielle, on vous en parlait dès vendredi, de la ville de Vuhledar. Là encore, ce sont de petits gains, mais nous avons retracé ces avancées depuis un mois et voilà ce que ça donne. Voici les positions de chacun le 1er janvier et les voici désormais 30 jours plus tard. En un mois, les Russes ont pris environ 100 km² de territoire à Kiev. C'est l'équivalent de la ville de Paris et ce calcul, il est confirmé par le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, Olivier Kempf. Voilà ce qu'il déclare. À force de décrire les gains russes comme minimes, marginaux ou sans importance, certains refusent de voir que la guerre d'usure semble désormais tourner à l'avantage des Russes. Bon, est-ce à dire que l'armée russe a retrouvé, et peut-être durablement retrouvé, des couleurs? Eh bien, ça serait pour le coup aller un peu trop loin dans le sens inverse. Mais écoutez ce qu'affirmait Volodymyr Zelensky hier. Premier point, d'abord, il reconnaît lui aussi que la situation est difficile. Deuxième point, ces avancées, selon lui, sont dues à une raison. La Russie sacrifie ses soldats. Écoutez. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. L'ennemi ne compte pas ses hommes, dit-il. En clair, c'est le nombre qui fait sa force, selon Volodymyr Zelensky. Or, sur ce plan, eh bien, c'est vrai que le rapport de force est déséquilibré. Rappelons que la Russie, c'est plus de 143 millions d'habitants.
L'Ukraine, plus de 43 millions d'habitants, ce poids de la démographie, la Russie s'appuie dessus avec les mobilisés du mois de septembre qui terminent justement leur formation. Et les Ukrainiens utilisent souvent un mot pour le décrire, les vagues. Dans les régions de Svatove et Kremina, c'est dans l'oblast de Louhansk, l'ennemi a jeté du personnel à l'attaque par vagues. Voilà ce qu'indique ce blogueur militaire. Voilà, la notion de vague. Comme au bord de l'océan, une vague succédant à une autre, sauf que quand la vague se retire, il y a beaucoup de combattants en moins. Merci Justine. Première question aux militaires sur ce plateau. Est-ce que pour vous, il s'agit de quelque chose de significatif et de potentiellement durable, donc ces avancées russes? Alors oui, c'est significatif et probablement durable. Il faut revoir l'ensemble du schéma depuis le mois de février. L'objectif initial, le renversement du gouvernement de Kiev, a échoué. 3 jours après, l'armée russe a dû repenser une stratégie. Elle n'était pas là pour faire la guerre. Elle était là pour faire pression pour renverser un gouvernement. Elle a dû faire la guerre. Donc elle s'est reconcentrée plutôt vers le Donbass, donc, et vers la Crimée, en voulant à l'époque, souvenez-vous, aller vers Odessa. Après cette phase qui allait à peu près jusqu'à l'été, il y a eu contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et à Kherson. Et à Kherson, alors Kharkiv, elle s'est fait enfoncer, l'armée russe, très nettement. En revanche, à Kherson, elle a décroché. Et c'était la manœuvre du général qui commandait à l'époque l'opération, qui voulait se dégager du Dniepr pour concentrer les forces ailleurs. Donc, depuis le 15 novembre, puisque c'était le 11 novembre exactement, pardon, depuis le 11 novembre, l'armée russe a récupéré ses forces, mais en plus a bénéficié d'une partie de la mobilisation. Et donc, elle a renforcé ses effectifs. Bon, je ne parle pas de vagues. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Où que vous soyez, que la paix de l'omnipotent, de l'omniscient, de l'omniprésent soit avec et sur vous. La paix, c'est ce que nous cherchons dans cette ville. La paix et rien que la paix. Vous voyez, les journalistes français, les médias français commencent à comprendre. Parce qu'au début, eux, ils pensaient qu'il fallait rabaisser l'armée poutinienne, l'armée moscovite, l'armée russe, qu'il fallait rabaisser cette armée-là. Ils sont allés vite en besogne, comme eux-mêmes ils viennent de le souligner. Je vais simplement leur rappeler que l'armée russe, c'est l'une des armées les plus puissantes au monde, pour ne pas dire la première armée puissante au monde. Vous comprenez? Et donc, quand on parle de cette armée, il faut faire très attention parce que, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, les gens ne dorment pas. De la même manière, les États-Unis s'efforcent à moderniser largement leur arsenal militaire. De la même manière, les États-Unis augmentent le budget de la défense américaine. De la même manière, les scientifiques américains travaillent pour l'amélioration des conditions de l'armée américaine. C'est de la même manière aussi que l'Europe travaille pour améliorer sa condition de défense. C'est de la même manière que l'armée russe, vous comprenez, la défense russe, les scientifiques russes, le président Poutine lui-même s'efforce à moderniser son armée. Et donc, moi je dis d'ailleurs que ce que nous sommes en train de voir depuis le début de ce conflit ou de cette guerre, ça dépend de vous l'appellation, je constate d'ailleurs que Poutine en réalité, il s'amuse à l'Ukraine. C'est ça la vérité, il s'amuse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'armée russe a des armes modernes. Et ces armes modernes
ne sont pas encore utilisées en Ukraine. On ne veut même pas, on ne souhaite même pas que Vladimir Vladimir Poutine utilise ces armes modernes en Ukraine, parce que ça sera catastrophique. Je dois encore rappeler aux journalistes, aux médias français que la guerre ne se passe pas sur le sol russe, la guerre se passe en Ukraine, sur le sol ukrainien. C'est une guerre stratégique. Je viendrai dans une deuxième vidéo où je vais vous expliquer comment M. Poutine est en train d'amasser de l'argent, comment son économie se porte, comment est-ce qu'après cette guerre, comment va être l'économie russe. C'est une guerre de stratégie. Poutine se fait énormément d'argent avec cette guerre. Parce que les importations de la Russie, le gaz, tout ce que la Russie vend à l'extérieur, a triplé de prix. On vend peu, mais on vend très cher. Et les Européens aujourd'hui achètent très cher le gaz russe. Vous comprenez? Quand ça vient en Turquie, eux ils ont dit qu'ils vont mettre l'embargo sur la Russie. Quand la Turquie vend par exemple son gaz en Turquie, qu'est-ce qui se passe? Les Européens, ils achètent les gaz russes en Turquie 3 fois plus qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Les Chinois aussi, ils achètent. Donc tout, même si c'est une petite quantité qu'ils vendent, mais le prix a flambé. Vous comprenez? Et c'est ce qui explique aussi d'ailleurs le prix du pétrole ici en Europe, le prix du gaz ici en Europe, les produits pétroliers, c'est ce qui explique l'augmentation des prix pétroliers dans le monde entier. Donc, M. Poutine se fait énormément d'argent. Je comprends que si ça tenait même à lui, cette guerre-là, il aurait continué petit à petit. Il ne va pas d'un seul coup annexer l'Ukraine. Il va petit à petit, village par village, mètre par mètre, parce qu'il sait que, oui, il est en train de faire la guerre. C'est une guerre de stratégie. Oui, il est en train de faire la guerre, mais il gagne énormément d'argent. Vous comprenez? Et je crois d'ailleurs que c'est ce que les Européens ont compris. Parce que ce que les Européens achetaient, ou continuent d'acheter à prix d'or avec la Russie, ce qui était moins cher en temps normal, les États-Unis vendent ça aux Européens encore plus cher. Dans tout ça, c'est l'Europe occidentale qui est en train de perdre. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Et donc, je pense que les Européens, à un moment donné, ils vont comprendre que dans tout ça, ce sont eux qui perdent. Donc, ils vont ramener Zelensky à la raison pour qu'ils comprennent que eux, ils ne peuvent pas continuer à soutenir Zelensky dans ses errances. Ils ne peuvent pas continuer à armer Zelensky dans ses errances tout en payant le prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous devez comprendre, M. Zelensky, il n'est pas clair dans cette affaire-là. Et donc, quelques députés européens ont compris cela. Quelques leaders politiques européens ont compris cela. Quelques hommes réfléchis, doués de bonne intelligence ont compris que Zelensky, il est soit dans un double jeu, soit dans un triple jeu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les uns et les autres sont en train d'appeler la paix et sont en train de donner une dimension beaucoup plus large à la diplomatie pour amener la paix dans ton pays, et que toi tu continues de réclamer des armements lourds afin de frapper l'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez entendu le président Biden qui a répondu sèchement à la question d'un journaliste américain, à savoir s'ils vont envoyer des avions de chasse en Russie. Il a dit non. Oui, c'est le geste qu'il a fait. Non. Un non vraiment catégorique, quoi. C'est pour dire que, M. Zelensky, c'est vrai, nous voulons t'aider, mais on ne va pas quand même te suivre dans cette folie, parce que nous savons que en t'armant de ces armes lourdes, de ces avions de chasse, la guerre ne va pas finir. Oh, nous ne voulons pas de troisième guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. Vous comprenez? Et donc, c'est une guerre aussi de stratégie, c'est une guerre d'intérêt. Et donc, j'ai écouté aussi d'autres médias français qui disaient « Oh non, au début de cette guerre, on pensait que la Russie allait annexer l'Ukraine dans 24 heures ou dans 72 heures. » Non, la guerre ne se passe pas comme ça. Oui, la guerre ne se passe pas comme ça. Certainement que la plupart d'entre nous
nous sommes des jeunes, nous n'avons pas connu la guerre, nous n'avons pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais les gars comme les Russie, les Poutine, les gars comme les Biden, les gars comme les intellos français, européens, la plupart d'entre eux ont connu la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Même s'ils étaient jeunes, la plupart d'entre eux ont connu cette guerre. La plupart d'entre eux ont la notion de la guerre. C'est pas comme les petits journalistes français qui animent des plateaux là, machin, ils lisent juste 2-3 bouquins sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils se prennent comme des stratèges, des militaires, des généraux. C'est pas comme ceux-là. Poutine sait ce qu'il est en train de faire. Et donc, tout se passe en Ukraine. Rien ne se passe en Russie. Les terrains, on les gagne en Ukraine. On ne les gagne pas en Russie. Vous comprenez? C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que Zelensky doit comprendre. Les terrains, ça se gagne en Ukraine. La discussion, oh non, j'ai pris telle ville, j'ai pas pris telle ville, on les a repoussés. Tout le débat se passe en Ukraine. Et c'est ce qui est comique, quoi. Quand on dit l'armée russe est faible, l'armée russe est forte, ben, ça se passe en Ukraine. Ça ne se passe pas en Russie. Les territoires que l'armée russe est en train de gagner là, elle est en train de gagner ces terrains en Ukraine, sur le sol ukrainien et non sur le sol russe. Vous comprenez? Et Poutine n'est pas pressé. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce qu'il sait ce qu'il gagne dans cette guerre-là. Et dans tous les cas, c'est l'Ukraine et sa population qui perdent. C'est Zelensky qui est en train de perdre. Et je crois que M. Zelensky et ses généraux, sa défense, doivent demander une autre stratégie, celle de la diplomatie, pour la restauration de la paix en Ukraine. Parce que comme ça, je vous assure qu'il sera très difficile pour l'Ukraine de gagner cette bataille. C'est impossible même. Et je dois aussi souligner que n'eût été la détermination de l'Europe occidentale, des États-Unis, à fournir des armements à l'Ukraine. Mais il y a longtemps, M. Poutine aurait complètement annexé l'Ukraine, tout le territoire ukrainien. Parce que je vous rappelle au début que si je me trompe pas, il y avait des avions de chasse en Ukraine. Il y avait des chars de combat en Ukraine. L'Ukraine avait des armements lourds, bien évidemment. Mais ils ont tout utilisé. Et le problème ne fait que s'empirer. Vous comprenez? La Russie connaît exactement la quantité d'armement qui était approximativement en Ukraine. Donc, n'eût été l'implication de l'Europe occidentale et des États-Unis du monde entier, mais l'Ukraine serait déjà annexée par la Russie. Vous comprenez? Donc, cher monsieur, chère dame, moi je pense en réalité, en toute réalité, pour la paix et pour ne pas qu'on détruise davantage de villes en Ukraine, je pense qu'on doit privilégier, n'est-ce pas, le canal diplomatique pour mettre un terme à cette guerre, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et au fur et à mesure que ça continue, c'est au fur et à mesure que des gens se font de l'argent. Oui, parce que c'est devenu une affaire maintenant économique. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que M. Zelensky, il n'est pas clair dans ça. Il n'est pas totalement clair. Bon, je viendrai dans une prochaine émission où nous allons expliquer un peu comment se porte l'économie russe. Vous avez certainement vu des émissions là-dessus, parce que pour des Européens, avec la sanction, l'embargo qu'ils ont mis sur la Russie, l'économie russe allait s'effondrer. Au contraire, d'ailleurs, l'économie russe se porte beaucoup plus mieux qu'avant même le début de la guerre. Vous comprenez? Et c'est quand même mystique. On fait la guerre, les gens pensent que, bon, il y a l'embargo, il y a tout ça. Les gens pensaient que, oh non, avec l'embargo, la Russie va s'effondrer. Mais la Russie, aujourd'hui, se porte beaucoup plus mieux qu'avant même le début de la guerre. C'est pas exceptionnel, ça? Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je vous aime, je vous adore. Les Européens sont allés en besoin. Ils sont allés vite en besoin. C'est ça, surtout les Français, les journalistes français, machin sur les plateaux. Quand ils vous parlent, vous dites non, l'armée ukrainienne va battre l'armée russe en 24 heures. Non, la Russie, c'est l'armée soviétique, ils n'ont absolument rien.
Mais écoutez, eux-mêmes, ils sont en train de constater. C'est pourquoi je dis souvent, si vous avez remarqué dans mes émissions, je dis au fur et à mesure que vous dénigrez l'armée russe sur les plateaux de télévision, le terrain vous dit le contraire. Le terrain vous dit le contraire. Voilà, le terrain vous dément. Merci beaucoup. Et vive la paix, vive la paix, vive la paix. À bas la guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons que la paix et rien que la paix. Merci beaucoup.